fini et l'infini mathématique. Comparer et dénombrer. Bonjour et bienvenue sur Mathésis. Aujourd'hui, nous abordons la définition et la caractérisation des notions de fini et d'infini mathématique. Un ensemble fini, c'est un ensemble qu'on peut dénombrer à l'aide des entiers naturels 1, etc. jusqu'à n pour un certain entier naturel n. Mais qu'est-ce que dénombrer? Et alors, qu'est-ce qu'un ensemble infini? Comparer des ensembles, la notion de bijection. Les notions d'ensemble fini et d'ensemble infini et la conceptualisation mathématique du comptage des éléments d'un ensemble sont intimement liées et permettent de distinguer et définir rigoureusement le fini et l'infini mathématique, sans autre ressource conceptuelle que la théorie naïve des ensembles. Pour compter les éléments d'un ensemble, on dit dénombrer, on utilise la notion de bijection. Une bijection entre deux ensembles E et F est une fonction, on dit aussi une application de E dans F, c'est-à-dire un procédé ou une opération, petit f, qui transforme les éléments de E en des éléments de F. On dit mathématiquement que F associe à chaque élément, petit x de E, un élément y noté f de x de l'ensemble F. La bijection associe ces éléments de manière très particulière. Petit f est une bijection précisément lorsque chaque élément de f est associé par f à au plus un élément de E, on parle de fonction injective, et que tout élément de f est associé à au moins un élément de E, on parle de fonction surjective. Autrement dit, une fonction f de E dans f est une bijection exactement lorsqu'elle met en correspondance un à un les éléments de E et ceux de f. On doit ainsi souvent traduire de manière un peu détournée des idées très simples pour leur donner une certaine rigueur mathématique. Mais cette façon d'apparier un à un les éléments de deux ensembles est en fait une manière naturelle d'en comparer les quantités avant même de les compter. Les enfants procèdent souvent ainsi. Sur la figure suivante, nous avons illustré l'existence d'une bijection entre les ensembles E et F. On a mis en correspondance un à un les éléments de l'un et de l'autre, donc on peut dire qu'ils ont le même nombre d'éléments sans avoir à les compter. Il existe plusieurs manières d'établir une telle correspondance, et on pourrait d'ailleurs les dénombrer précisément. Les ensembles finis sont ceux qu'on peut dénombrer. En utilisant cette notion élémentaire mais fondamentale de bijection, on peut définir rigoureusement ce qu'est un ensemble fini. Un ensemble fini, c'est un ensemble dont on peut théoriquement compter les éléments, ce qu'on appelle dénombrer, autrement dit un ensemble qui est en bijection avec un ensemble de la forme des entiers de 1 à n pour un certain entier naturel n. Cette définition simple conceptualise précisément la façon dont nous comptons. Alors qu'on peut comparer deux ensembles en les mettant en bijection, on compte un ensemble en associant à chacun de ces éléments un et un seul nombre entier entre 1 et le nombre d'éléments de cet ensemble, qui vaudra 0 si l'ensemble est vide. Mathématiquement, comparer deux ensembles ou dénombrer un ensemble revient donc à la même chose, c'est-à-dire décrire une bijection. Seulement, lorsqu'on dénombre, on décrit une bijection avec un ensemble particulier, un ensemble de nombres. L'ensemble des nombres de 1 à n est noté comme le segment de l'extrémité 1 et n. À un ensemble fini E, on peut donc attacher un nombre d'éléments qui est l'entier naturel n qu'on obtient en mettant par définition E en bijection avec l'ensemble des entiers naturels de 1 à n. L'expérience nous montre que quelle que soit la manière dont on compte, on aboutit au même résultat. Mais est-ce théoriquement vrai? Autrement dit, est-il impossible de compter un ensemble fini de deux façons différentes et d'obtenir deux résultats différents? Même s'il paraît étrange de se poser cette question, cela ne fait pas partie de la définition et la rigueur mathématique demande que cela soit démontré. C'est en effet un théorème qui demande un peu de réflexion. Et la question est loin d'être anodine puisque lorsqu'on énumère un ensemble infini, du moins en utilisant ce qu'on appelle un nombre ordinal, on peut aboutir à des résultats différents. Pour revenir aux ensembles finis, n'importe quelle manière de dénombrer un ensemble E, c'est-à-dire conceptuellement n'importe quelle bijection entre E et un ensemble de la forme des entiers naturels de 1 à n, donne le même résultat. On peut donc définir le nombre d'éléments de E comme cet unique nombre entier naturel n, qu'on appelle aussi le cardinal de E. Dans le cas où le cardinal d'un ensemble infini peut être défini,
Il ne dépend pas non plus de la manière de compter. Certaines autres propriétés évidentes des ensembles finis demandent à être établies rigoureusement, c'est-à-dire démontrées. Par exemple, qu'un sous-ensemble S d'un ensemble fini E est lui-même fini et qu'il possède moins d'éléments que E. De même, il faudrait démontrer que la réunion de deux ensembles finis est un ensemble fini, etc. Sur la figure suivante, nous avons dénombré l'ensemble E en utilisant le même principe de la bijection. On associe un à un les éléments de E aux premiers entiers naturels jusqu'à avoir associé tous ces éléments. L'ensemble E est en bijection avec l'ensemble des nombres de 1 à 4, il possède donc 4 éléments. Le premier des ensembles infinis. Ceci étant dit, puisque nous disposons d'une définition mathématique rigoureuse de ce qu'est un ensemble fini, en bonne logique, nous pouvons définir un ensemble infini comme la notion complémentaire. Un ensemble infini, c'est un ensemble qui n'est pas fini. Cette définition, la plus simple possible, est décevante pour qui veut comprendre un peu ce qu'est l'infini mathématique. Elle n'en est pas moins parfaitement rigoureuse au vu des définitions introduites jusqu'ici, et elle se reformule directement de la manière suivante. Un ensemble infini, c'est un ensemble qu'on ne peut pas dénombrer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en bijection avec un ensemble de la forme des entiers de 1 à n. Nous avons déjà fait un progrès dans la compréhension de l'infini. Il excède tout ce qui est fini. À partir de là, nous allons donner deux caractérisations plus intéressantes de l'infini. Caractériser une propriété, c'est établir qu'elle est équivalente à une autre propriété qui peut souvent servir de définition alternative. La première de cette caractérisation est liée à l'ensemble n des nombres entiers naturels. On peut en effet assez simplement démontrer que l'ensemble n est infini selon la définition donnée. Si une telle démonstration excède le niveau ou la portée de cette vidéo, on peut toutefois le comprendre intuitivement. On voit mal comment on pourrait établir une correspondance 1 à 1 de tous les nombres entiers naturels avec des nombres de 1 jusqu'à n en s'arrêtant à un certain entier n. Après avoir établi cette correspondance, on pourrait toujours trouver un entier naturel plus grand que tous ceux qu'on a déjà comptés. En fait, l'ensemble n est le prototype des ensembles infinis, au sens où admettre son existence théorique en théorie des ensembles revient à admettre l'existence d'ensembles infinis en général. De plus, en utilisant des méthodes assez simples également, on peut démontrer qu'un ensemble E est infini si et seulement si il contient une copie de l'ensemble n. C'est notre première caractérisation de l'infini. Qu'un ensemble E contienne une copie d'un ensemble F, cela signifie simplement qu'il existe une bijection entre F et un sous-ensemble de E. Ainsi, avec les ressources élémentaires de la théorie naïve des ensembles, on aboutit à une compréhension déjà solide de ce qu'est l'infini mathématique. Il commence du point de vue du nombre d'éléments avec l'ensemble n. Grâce à cette première caractérisation, on peut donner de nombreux exemples d'ensembles infinis, car il existe de nombreuses bijections naturelles entre l'ensemble n et des parties d'autres ensembles naturels. Par exemple, les ensembles de nombres z, ensemble des entiers relatifs, Q, ensemble des nombres rationnels, R, ensemble des nombres réels, et C, ensemble des nombres complexes, sont tous infinis parce qu'ils contiennent, en quelque sorte, l'ensemble n. De même, un cercle de rayon non nul est infini, ainsi qu'un intervalle ouvert non vide de la droite réelle. Par exemple, un ensemble de la forme, l'intervalle ouvert AB, soit l'ensemble des nombres réels x, compris strictement entre A et B, pour A inférieur strictement à B des nombres réels. Un autre type d'exemple concerne certains sous-ensembles de n lui-même. Ainsi, l'ensemble des nombres pairs est en bijection avec n, tout comme l'ensemble des nombres impairs, ce qui a donné lieu à l'illustration appelée hôtel de Hilbert, dont une version est la suivante. Si un hôtel possédant un nombre infini de chambres, numérotés 1, 2, 3, etc., par les entiers naturels non nuls, est complet, et qu'il arrive un bus de touristes avec autant de passagers, comment est-il possible de les loger tous à l'hôtel? Il suffit de demander à l'occupant de la chambre numérotée n de s'installer dans la chambre numérotée 2n. On libère ainsi toutes les chambres de numéro impair et on peut loger les nouveaux arrivants. Sur la figure suivante, nous avons illustré qu'on peut démontrer qu'il existe une bijection entre l'ensemble n et l'ensemble des points du cercle notés comme les nombres complexes
E puissance 2i pi sur n plus 1 pour n entier naturel. Par conséquent, le cercle C est un ensemble infini. Un secret de l'univers mathématique, une définition intrinsèque de l'infini. Mais si nous voulons véritablement percer le mystère de l'infini mathématique, nous devons en aboutir à une caractérisation intrinsèque, c'est-à-dire qui ne fait appel ni au fini, ni à un ensemble auxiliaire, fût-il n, le premier des infinis. C'est ce que nous allons présenter ici, et cela ne demande pas plus de technologie mathématique que la théorie des bijections esquissée auparavant. Nous n'avons pas défini rigoureusement ce qu'est un sous-ensemble d'un ensemble E. Si les éléments d'un ensemble sont les objets qui le constituent, en quelque sorte, ces sous-ensembles en sont les parties, c'est-à-dire les ensembles S dont les éléments sont tous des éléments de E. La clé de la caractérisation intrinsèque des ensembles infinis réside dans la notion extrêmement simple de sous-ensemble propre. Un sous-ensemble S d'un ensemble E est dit propre lorsqu'il n'est pas l'ensemble E tout entier, c'est-à-dire lorsqu'il existe un élément de E qui n'est pas un élément de S. À partir de là, et en utilisant par exemple la première caractérisation des ensembles infinis, on peut démontrer le théorème suivant qui ne fait plus aucune référence explicite aux ensembles finis ou aux entiers naturels. Un ensemble E est infini si et seulement si il existe une bijection entre E et un sous-ensemble propre de E. En termes plus intuitifs, les ensembles infinis sont exactement ceux qui conservent le même nombre d'éléments lorsqu'on leur enlève un ou même un nombre fini d'éléments. En fait, si on choisit bien ces éléments, on peut même les délester d'autant d'éléments qu'il y en a dans l'ensemble n, sans en diminuer la taille. Il est à peu près évident qu'un ensemble qu'on peut mettre en bijection avec un ensemble infini est lui-même infini. Ainsi, toute droite du plan euclidien, qui peut être mise en bijection avec l'ensemble R, est un ensemble infini. Cette caractérisation intrinsèque est-elle une supercherie puisque nous proposons de l'établir à partir de la première caractérisation? Non. Il faut toujours partir de quelque part en mathématiques, et nous sommes partis de la définition du fini pour définir l'infini. La seconde caractérisation s'appuie donc sur cette définition. Mais comme toute caractérisation, elle peut servir de définition alternative. Nous pourrions définir un ensemble infini à partir de cette propriété, qui ne mentionne ni les ensembles finis ni les entiers naturels, et définir un ensemble fini, cette fois, comme étant non infini. Il faudrait alors démontrer qu'un ensemble est fini si et seulement si on peut le dénombrer. Si cette façon de procéder est fort intéressante en ce qu'elle part d'une conceptualisation pure de l'infini mathématique, elle n'est toutefois pas très naturelle du point de vue de l'intuition initiale. Dans l'ordre de la connaissance, en effet, nous partons du fini pour aller vers l'infini. Mais sur le plan de la théorie, peu importe. Il est possible de définir rigoureusement et simplement l'infini à partir des ressources pures de la théorie naïve des ensembles, et ce n'est pas une moindre réalisation de la science mathématique. Sur la figure suivante, nous avons représenté une partie du graphe de la fonction exponentielle, dont la base est le fameux nombre E, et qui réalise une bijection entre l'ensemble R des nombres réels et le sous-ensemble propre R plus étoile des nombres réels strictement positifs. On voit ainsi d'une autre manière que l'ensemble R est infini. Vers l'infini et au-delà. Se peut-il que la théorie de l'infini mathématique soit aussi simple? Oui et non. Ce que nous avons fait ici, c'est esquisser comment on peut définir l'infini mathématique au sens de ce qu'est un ensemble infini. Mais la théorie ne fait que commencer, de même que tous les ensembles finis n'ont pas le même nombre d'éléments. Il existe en fait, nous l'avons vu, une quantité infinie de quantités finies différentes. Les ensembles infinis n'ont pas tous le même nombre d'éléments au sens d'un nombre d'éléments tiré lui-même de la notion de bijection, laquelle peut s'appliquer indifférément aux ensembles finis ou infinis. Par exemple, on peut démontrer que les ensembles n, z et q ont le même nombre d'éléments, tandis que les ensembles R, C et H, ensemble des quaternions, ont aussi le même nombre d'éléments, mais en ont plus que les trois premiers. Cela demande un peu plus de ressources, et c'est une autre histoire. Il existe d'ailleurs, comme dans le cas des quantités finies, une infinité de quantités infinies différentes. Dans la théorie axiomatique des ensembles, on apprend à calculer avec les quantités infinies, ordinales ou cardinales, ce qui commence comme une théorie simple,
mais possède des développements techniques et complexes. Plus près de nous, nous pouvons toutefois citer pour terminer le théorème suivant, attribué à Cantor. Si E est un ensemble quelconque, fini ou infini, alors l'ensemble P de E, des parties de E ou sous-ensembles de E, possède strictement plus d'éléments que l'ensemble E. En fait, si E est fini et possède n éléments, P de E en possède 2 puissance n. Sur la figure suivante, nous avons représenté un ensemble E possédant 3 éléments et les parties de E. L'ensemble E lui-même, en violet ou en bleu les parties à 2 éléments, en vert les parties à 1 élément, et en rouge l'ensemble vide, la seule partie à 0 élément. Au total, on a bien 1 plus 3 plus 3 plus 1 égale 8 égale 2 puissance 3 parties. Par analogie, si E est un ensemble infini, sous certaines hypothèses, on peut lui assigner un cardinal K et donner un sens à 2 puissance K. On montre alors que l'ensemble P de E, des parties de E, possède là aussi 2 puissance K éléments. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, ainsi que de donner un vote positif si vous avez appris quelque chose. À bientôt sur Mathésis.